Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. On espère que la semaine s'est très bien passée pour vous. Comme chaque semaine, nous revenons sur les sujets qui ont fait l'actualité de ces derniers jours. Et comme chaque semaine, je ne suis pas toute seule, alors je vais saluer ceux qui m'accompagnent ce soir. Bonsoir Francis. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, parfaitement. Bonsoir Jimmy Loumou. Bonjour Timba. Vous allez bien ce soir? Ça va. De quoi vous allez nous parler dans votre rubrique C'était mieux avant? On va revenir sur la progression, donc l'évolution de la femme dans la société congolaise. Alors on va remonter le temps, on va parler de la femme dans la famille, dans la société, et puis ce qu'il y a dans nos registres ou dans le code de la famille. Ça sera notre invité qui va en parler. D'accord. On verra ça tout à l'heure. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Timba. Vous allez bien? Très très bien. Et vous, dans votre rubrique Sens Inverse, alors? Avec qui on va être ce soir? Aujourd'hui, ça sera avec le frère Franck Moulaja, artiste et musicien. D'accord. Qui remplacera qui? Qui remplacera une dame vendeuse de bananes. D'accord, merci. Et pour pas faire d'injustice, parce que je sais que Francis va faire la réclamation, Et d'ailleurs, de quoi vous allez parler ce soir? Je vais parler des 6 femmes qui ont marqué l'histoire de ce pays. J'ai sélectionné 6 femmes, au fait. Alors, on l'aura compris, hein, au vu de tout ce que vous dites, évidemment, notre émission de ce soir va beaucoup tourner autour de la femme. 8 mars oblige. Alors, cette année, la journée du 8 mars, le thème, c'était l'égalité des femmes, c'est le progrès pour toutes et pour tous. Alors, bien sûr, notre thème, c'est pas la journée du 8 mars qui est déjà passée, mais ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau mondial, c'est une seule journée, mais la RDC, naturellement, en fait tout un mois, qui devient donc le mois de la femme, au travers différentes manifestations qui se font dans le pays. Donc, ce qui est très très bien, ce qui permet de parler de ça encore plus longtemps, bien entendu. Donc, c'est ce qu'on va faire aussi. Donc, on va commencer avec la première rubrique qui est arrêt sur image, et bien entendu, on va parler d'une femme. Alors, l'image de cette semaine, c'est Fatou Bensouda, donc qui est la procureure de la Cour pénale internationale, qui est en visite en RDC depuis le 11 mars. Donc c'est sa première visite, il faut le noter. Et surtout, c'est une visite de courtoisie officiellement, mais certaines personnes disent qu'elle est un petit peu là pour arrondir les angles avec la RDC, notamment suite aux différentes polémiques qu'il y a eu au sein de l'Union africaine, les différents pays qui se demandaient s'ils devaient quitter ou non, en fait, la Cour pénale internationale, bien sûr. Et puis, il y en a d'autres qui disent qu'elle est venue aussi s'entretenir avec les autorités judiciaires pour essayer de voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des gens. Le Congo a des gens à la CPI. Oui. Donc, sa visite, elle est à la fois officielle, donc courtoise, mais il y a d'autres choses certainement qui se trament derrière ça. Hein. Donc, et c'est pas la seule femme quand même influente du continent qui est venue justement à RDC. Vu qu'on a décidé de parler beaucoup des femmes dans cette émission, c'est bien aussi de se dire quand même qu'il y a un certain nombre de femmes influentes, et surtout ces femmes-là choisissent la RDC pour venir. Oui. Bon, parlant des femmes qui sont passées ces 3 dernières années en RDC, on peut en citer depuis 2012 parce que en 2012, on va retenir que la RDC avait organisé le sommet de la francophonie ici. Donc ça a aussi occasionné que la plupart des femmes influentes des pays francophones sont venues prendre part à cette grande manifestation des francophones. Et parmi les femmes francophones, celles qui chapeautent la francophonie en France, donc Madame Yamina Benguigui, qui est donc la ministre française chargée de la francophonie. Et à part elle, il y a eu aussi ce mois qui est encore en cours, parce qu'il y avait le 2e forum mondial des femmes francophones. Alors, donc il y a eu tout un tas de femmes qui sont venues du continent, qui occupent des postes, des responsabilités dans leurs pays respectifs. On va parler de Madame Catherine Samba Panza, qui est donc la première femme présidente de la République centrafricaine. Et il y a eu aussi la première dame du Congo-Brazzaville, donc Madame Sassou, Antoinette Sassou, donc, et à part elle, il y a eu beaucoup d'autres femmes qui sont passées en République démocratique du Congo, bien avant aussi, parce que dans la francophonie, il faut le dire, il y a eu la présence de la présidente de la Commission africaine, donc Madame Dlamini Nkosazana Zuma.
Voilà. Alors ça démontre deux choses. Déjà, un peu ce qu'on dit beaucoup ces derniers temps dans l'émission, que la RDC prend de plus en plus une part importante au sein du continent. Mais c'est aussi bien que ce soit des femmes quand même qui viennent en déplacement dans le pays, dans le sens où nous, on est encore là à nous réjouir des 30% qu'on a eu, mais on est loin vraiment d'être représentés à 30% pour l'instant. Il faudrait quand même qu'on reste un peu plus dans le pays. Si on doit commencer d'abord à montrer les femmes étrangères comme des modèles pour notre société, je crois qu'on ira un peu trop vite en besogne. Oui, il faudrait d'abord qu'on commence par les nôtres. Oui. Par exemple, en parlant du quota dont le président de la République avait donné aux femmes, 30% de représentativité, 30%, voilà, qui a réjoui les femmes. Oui. C'était parmi les recommandations des concertations nationales que les femmes avaient plus salué, parce qu'il faut dire que dans le pays, il y a quand même des femmes qui sortent leur tête du lot et qui disent quand même que ils doivent briguer aussi quelques postes, des prises de... Alors, ce que vous dites, c'est intéressant, mais c'est un peu normal. On reviendra dessus tout à l'heure. Voilà. Pour l'œil du Congo de cette semaine, évidemment, au lieu de faire comme d'habitude un micro-baladeur dans la rue, on s'est dit qu'on va plutôt prendre des femmes qui ont déjà des fonctions importantes. Hein. Oui, et donc on va les faire parler parce que toujours dans ce sens d'inspiration, donc vous avez totalement raison. Il vaut mieux commencer avec les femmes du pays, peut-être. Ça doit se faire en amont, ça doit se faire en amont et en aval, parce qu'on ne peut pas exclure la politique ou internationale, ce qui se passe à l'étranger. Et donc ça va de pair aussi avec ce que nous vivons au quotidien. Voilà. C'est un peu ça. Moi, je pense que règles de proximité nous obligent de commencer d'abord par chez nous. Alors, on pense que les filles congolaises doivent d'abord prendre modèle comme des autorités congolaises. Et moi, je pense que les autorités pas forcément les autorités. Il y a des femmes dans le sport, dans le milieu artistique. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Au moins en train de chapeauter quelque part. Au moins en train de diriger des gens. Au moins en train d'exercer un métier respectable. Et bien, vous êtes du même avis que Jimmy, moi, je pense qu'on doit toujours d'abord commencer par son pays, prendre des autorités de son pays. Avant d'aller chercher des modèles extérieurs. Bien sûr, ce sera plus pur. D'accord, merci. Alors, on va un petit peu revenir sur Fatou Bensouda, bien sûr. Alors, comme je le disais, la raison officielle, c'est une visite de courtoisie. Mais, notamment, on a pu le remarquer lors de la conférence de presse qu'elle a donnée, les questions ont quand même pas mal tourné autour de Omar Béchir, qui était là en RDC pour le sommet du COMESA, et que la CPI aurait bien aimé. Voilà, exactement. Donc, forcément, il en a été question aussi. Et puis, il y a la question de Jean-Pierre Bemba. Qu'est-ce qui va devenir? Donc, il y a toutes ces questions-là qui ont été... Le cas Bosco Tanganda, exactement. Le cas, j'ai oublié le président de l'UPC, le rebelle Thomas Lubanga. Voilà. Donc il y a toute une liste des Congolais qui font l'objet d'une arrestation de la CPI. Il y a aussi d'autres qui ne sont pas encore aux arrêts jusque-là, mais il faut qu'on laisse la justice. En tout, il y aurait apparemment 8 affaires qui sont en cours. 8 affaires qui sont en cours, dont la plus grande c'est de Jean-Pierre Bemba parce qu'on le connaît comme. La plus grande pour nous en RDC parce qu'il y a quand même Kenyatta qui y est aussi. Donc il y a Bagbo, donc il y en a. La RDC est recordman. À la CPI. C'est vrai qu'on est les plus représentés. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas finalement? Pour conclure, juste pour cette rubrique, il y a eu beaucoup cette polémique de on se retire pas. Finalement, est-ce que une réponse rapide chacun, la RDC a raison donc de continuer avec le fameux traité de Rome qu'ils ont signé? Bon, moi je pense que dans une vue internationale, je crois qu'on doit y rester pour ne pas permettre à ceux qui commettent des crimes contre l'humanité, parce qu'il faut se dire que on a des cours ici qui peuvent juger ces gens-là, mais c'est toujours bien lorsque on traite une affaire en international, parce que entre nous, il peut y avoir aussi comme on dit, des camaraderies et tout ça qui peuvent empêcher. Et puis, ce que la procureure, elle dit, donc toujours au cours de cette conférence de presse, c'est qu'en même temps, ces gens-là sont à la CPI à la demande des États africains. Oui, parce pour que la nous, plupart. on reconnaît donc, la plupart il faut savoir que c'est une demande africaine déjà à la base. Voilà, les autorités africaines ou congolaises, si je peux le dire comme ça, la justice revient toujours à ceux qui dirigent. Donc, si on reste dans cette politique-là de garder nos justiciables pour nous-mêmes, on risque de tomber encore dans ce piège-là. Bien sûr. Voilà. Raphaël? Et moi, je pense que... Et une phrase, ça équivaut pas à ce que Jimmy vient de faire, donc répondre rapidement en une phrase, c'est pas ça. Bon, ça va, c'est bien. Et moi, je pense qu'il faut encore renforcer d'abord notre
secteurs, le secteur de la justice. Les justiciers aujourd'hui se plaignent. Aujourd'hui, il n'y a pas la justice équitable. Donc selon vous, avant de pouvoir parler de quitter la CPI, on doit d'abord renforcer notre justice, en même temps aussi rester, parce que cette cour va nous aider au moins à départager nos problèmes continuels. Parce que quand il n'y a pas la justice, le monde ne vaut rien. Francis, moi, je dirais qu'un peuple mûr compte sur ses propres forces, voulais-je dire. Nous devons plutôt élever notre justice. L'État doit s'impliquer à mettre des moyens là-dessus pour que nous ayons une justice équitable, une justice sûre. D'accord. Et en ce moment-là, on pourra trancher les problèmes qui nous dévorent, au lieu d'aller à la CPI, parce que la CPI aujourd'hui, c'est une cour indexée du doigt, qui n'arrête que les Africains. On dirait que on dirait une colonisation. Mais dans ces cas-là, pourquoi les États africains ne dénonceraient pas, vraiment ces suppositions, ne dénonceraient pas les États occidentaux, vu qu'apparemment c'est eux qui pointent du doigt, parce que... Le comble, c'est quoi? En Afrique, jusque-là, il y a peu de pays où la justice, ils ont une justice sûre et équitable. Le comble, c'est ça. Mais le jour qu'on va essayer d'enlever cette épée de Damoclès, en tout cas, je pense que les choses iront de l'avant. Au moins, eux, les Occidentaux, voulais-je dire, au moins, eux, ils savent ce qu'ils veulent. Mais nous, on ne sait pas ce qu'on veut. On est prêt à signer n'importe quel traité. Et au finish, ça nous dévore. Et au finish, c'est nous qui en souffrons beaucoup. Et pourquoi on se lamente? Il fallait qu'on connaisse les tenants et les aboutissants au préalable. Vous pensez que ce n'était pas en connaissance de cause? Si, quand même, je pense. On n'a pas signé ce traité sans connaître les tenants et les aboutissements, quand même. Mais si on a signé, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants de ces traités. Et pourquoi on a signé ça? Pourquoi on se lamente aujourd'hui? Donc c'était en connaissance de cause. On va avancer dans l'émission et on va rester dans la thématique des femmes, bien entendu. Cette fois-ci avec vous, Francis. Et ce sera dans votre rubrique Racine. On va parler des différentes femmes, en fait, qui ont marqué l'histoire de notre pays. Comme je le disais, Francis Cheko, notre monsieur Histoire, vous êtes revenu alors sur quelques femmes, quelques grandes dames qui ont marqué l'histoire de la RDC, du Congo belge, du Zaïre et de la RDC, on va dire. Oui, évidemment. J'ai pris 6 noms. Oui. Kimpavita. D'accord, oui, la première. Kimpavita, la première. Maman Cécé, Maman Angebi, Abeti Masikini, Sophie Kanza et Marie-Olive Lembe Kabila. D'accord, donc ce serait presque sur un ordre chronologique. Donc on va peut-être commencer par Kimpavita alors peut-être. Kimpavita, qui était-elle? Pourquoi a-t-elle marqué notre temps? Enfin son temps à elle. Kimpavita, elle est née vers les années 1684. C'est déjà c'était au XVe siècle, lorsque les Portugais sont venus à la recherche de terres riches. Et elle était au royaume Congo, c'était vraiment une héroïne. Et elle a bouté dehors les colonisateurs, les Portugais. C'est le symbole de la résistance africaine vis-à-vis de la domination blanche. Et beaucoup l'assimilent à Jeanne d'Arc parce qu'elle a commencé sa lutte. Jeanne d'Arc, donc elle est française. Jeanne d'Arc est française, elle est congolaise. Beaucoup assimilent son combat à celui de Jeanne d'Arc. Pourquoi? Parce que Jeanne d'Arc a commencé son combat dans son adolescence, Kimpavita aussi. Donc au niveau de leur vie, en fait, elles ont des similitudes. Donc c'est pour ça qu'on les compare un peu. Il y a vraiment beaucoup de convergences. C'est pourquoi on l'appelle la Jeanne, l'appelle la Jeanne d'Arc d'Afrique, bien que moi je ne partage pas cet avis. Oui, vous n'aimez pas du tout cette appellation. Vous. Bien que moi je ne partage pas cet avis, mais je respecte quand même l'opinion des autres. D'accord. Donc ce sera tout pour elle? Oui, mais très parce que Kimpavita, déjà dès son adolescence, on avait surnommé Nganga Marinda. C'est-à-dire, elle était médium, elle avait des pouvoirs surnaturels, elle était entre les mondes des hommes et les mondes des esprits. Elle communiquait avec les esprits pour donner la suite aux hommes. Et elle a été tuée, brûlée, vive,
en 1706 par le Portugais. Mais bien avant, elle a été baptisée. D'accord. C'est pourquoi elle avait un mouvement à elle qu'on appelle les antonymistes. D'accord. Ça veut dire c'est un mouvement qui est au milieu entre la colonie, entre le christianisme et les religions traditionnelles. Oui. Okay. En fait, en grosso modo, c'est ça le condensé. Donc, elle a compté parce que c'était une femme, en fin de compte, qui avait des pouvoirs, enfin pas des pouvoirs. Elle avait, comment vous le direz-vous? Vous me laissez me débrouiller toute seule. Qu'est-ce qu'elle avait? Oui, elle avait le pouvoir surnaturel, oui, évidemment. Ça, en fait. Oui. Et non seulement ça, elle a combattu elle-même sur le front. Ouais. Donc c'était une guerrière, c'est pourquoi... Déjà à l'époque, une femme qui fait ça, c'était déjà remarquable. Oui, c'était très, très remarquable pour les femmes. C'est pourquoi, dans l'histoire de ces pays, on garde toujours une pensée pieuse pour cette dame qui a donné son âme pour l'histoire de ces pays. D'accord. Une autre dame remarquable, c'est Maman Cissé, la première femme de l'ex-président Mobutu. Oui, la femme... du feu maréchal Mobutu, Maman Cissé, de son vrai nom c'est Betty Bia Bogoyeteni. C'est son vrai nom, beaucoup ne connaissent pas ça. Et c'est une femme vraiment remarquable qui a auréolé l'histoire de ces pays par rapport à son charisme, par rapport à son charme et à son sourire légendaire. Oui. Elle a vraiment investi dans la promotion de la jeune fille et dans l'encadrement de jeunes gens en créant des centres de réinsertion et en créant des centres qui encadraient les personnes vivant avec handicap. C'est pourquoi les Congolais... Sur le plan de la société, en tout cas, elle était très appréciée parce qu'elle a fait beaucoup pour la population. Oui, évidemment. C'est pourquoi les Congolais l'appelaient affectueusement Maman Cissé. Et c'est en 1977 qu'elle tire sa révérence, mais du moins, nous gardons une pensée pieuse pour cette dame qui a beaucoup contribué. D'ailleurs, il y aurait une petite anecdote par rapport à son décès, par rapport à Mobutu. Oui, au moment où elle est décédée. Au moment où Maman Cissé était décédée, il y avait la grève des enseignants, des professeurs. Et lorsque les professeurs ayant appris la mort de la première dame, au lieu de couper court avec la grève, les enseignants ont encore radicalisé le mouvement. Et pour le feu président Mobutu, c'était un affront, c'était une hérésie. Pour lui, il a considéré que les enseignants ne l'aimaient pas au moment où il avait perdu un être cher. Il s'attendait peut-être à plus de soutien. Il s'attendait à beaucoup plus de compassion et ils radicalisent leur mouvement. C'est pourquoi certaines sources disent que Mobutu ne voulait plus payer les enseignants. Il avait gardé une dent, en fait, contre les enseignants. Parce qu'il avait radicalisé la grève au moment du décès de sa femme. Donc on quitte une maman pour une autre maman, cette fois-ci pour Maman Nguébi. Maman Nguébi. Mais qui, elle, faisait tout autre chose. Ce n'était pas une première dame, mais elle a fait une grande première aussi. Oui, Maman Nguébi, c'est parmi les premières femmes qui ont travaillé à la radio nationale congolaise. C'était le symbole, elle symbolisait la musique, au fait, de son temps, qu'on appelle communément Tango Yabawendo. C'est elle qui a initié la population à savourer les belles mélodies. Les belles mélodies de l'époque. Cette femme, c'est pourquoi à l'RTNC, le plus grand studio de l'RTNC, porte son nom, le studio Maman Nguébi, pour immortaliser son nom. Et puis son lien avec la musique aussi, par rapport à son lien avec la musique, c'était vraiment une très 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 grande chroniqueur de musique. Elle a marqué vraiment son temps. C'est en 1981
qu'elle est morte. D'accord. Le 6 avril 81 qu'elle nous a quittés. Donc elle a ouvert la porte quand même à pas mal de femmes dans les médias. Oui, aujourd'hui quand on voit la sûr. chronique musicale, il y a des femmes qui font la chronique musicale. On pense directement. Alors, est-ce que ça ressemble à ce qu'elle faisait, justement? On parle des femmes qui font la chronique musicale. Bon, autre temps, autre mœurs. Autre temps, autre mœurs. Vous pensez que ça a juste évolué et que... Ça a juste évolué, mais il y a aussi beaucoup de débordements, surtout dans les vestimentaires, dans la façon de poser de questions. On sent vraiment l'amateurisme au summum de cet art qui est noble. Alors là, on parle de quoi? De la musique ou du journalisme? Non, du journalisme, de l'animation. Je ne vous suivrai pas. On va rester plutôt dans la musique avec Abeti. Oui, Abeti Masikini, de son sûr. vrai nom, Elisabeth Finan. Oui. C'est à la période de la zaïrnisation qu'elle change de nom. Oui. Qu'on va commencer à l'appeler Abeti Masikini. Mais Abeti, c'est un surnom, au fait, de ses amis. Elle a commencé sa carrière en 1971. Elle s'est illustrée dans un concours du feu maestro Madiata. Elle fut classée 3e. C'est à ce moment-là qu'elle a rencontré son mari et son producteur-manager, le Gérard Acquinson. Oui. Elle s'est envolée avec son mari à l'Afrique, qui était un Ouest-Africain. Elle s'est envolée en Afrique de l'Ouest. Là, elle a connu un succès fulgurant. C'est vers les années 73 qu'elle est rentrée et elle a presté directement à... C'est la première femme congolaise ou zaïroise à l'époque à prester à l'Olympia de Paris. Oui, oui. Et en 74, elle partage la scène avec Jimi Hendrix, James Brown, Tabouley au combat Ali Foreman. Oui, oui. C'est en ce moment-là qu'on la surnomme la tigresse. Et en 75, elle récidive, elle joue encore un autre concert à l'Olympia de Paris. Et en 76, tellement qu'elle avait atteint vraiment le paroxysme de son art, les Quinois la surnomment affectueusement Tantine Abeti. Oui. Vers les années 80, en 81, lorsqu'elle fêtait ses 10 ans de carrière, elle sort un album, Jalousie, un appécieux beauté à Boï. C'était la chanson phare. D'accord. Ah, vous ne parliez pas de moi, c'est la chanson. La chanson phare. En général, moi, je réponds quand on me dit bonjour. Et cet album a connu un très grand succès. Elle a vendu 300 000 exemplaires, ce qui lui a coûté un disque d'or. Oui, ça lui a valu un disque d'or. Ouais, c'est la première femme à avoir première chanteuse congolaise à avoir un disque d'or. Elle a continué avec son succès. Vers les années 90, elle sort encore notre album. Vers les 94, en 88, je voulais oublier cette parenthèse, en 88, elle livre un très grand concert au Zénith de Paris. Après l'Olympia, elle fait le Zénith, qui est une salle beaucoup plus grande. Des salles mythiques. Oui. Et à l'époque, c'était rare de voir une femme prester dans des salles mythiques comme le Zénith ou l'Olympia. Elle prestait en 88 au Zénith de Paris. Elle invita même Pépé Calé, King Kester et mené à beaucoup d'artistes de très grande renommée avaient participé à cette grande fête africaine. Et c'est en 94 qu'elle tire, malheureusement, qu'elle tire sa révérence. Mais nous gardons toujours une pensée pieuse pour elle parce qu'elle a vraiment auréolé la musique, l'histoire de la musique congolaise. Bien sûr. Et elle a compté parmi les grands artistes congolais. Oui. C'est l'une des rares femmes. Et puis surtout, elle a amené les autres femmes aussi. Il y en a très peu comme elle. Même Tchala Moana, Bilabel sont passées dans son groupe. C'est parmi les premières femmes qui ont instauré les systèmes de chorégraphie. Elle travaille avec le grand chorégraphe communément appelé Lambio Lambio. Même les danseuses, les systèmes de danseuses qu'on voit aujourd'hui, les danseuses exhiber des pas de danse, c'est Abeti qui a instauré ces systèmes. Et donc elle a apporté énormément en tout cas à la musique. Elle a révolutionné le monde musical. Bien sûr, donc normal qu'elle soit sur votre liste. Mais c'est pas la seule. Et on quitte la musique cette fois-ci pour le milieu intellectuel, on va dire, pour parler de Sophie Kanza. Sophie Kanza, c'est la première femme universitaire de ce pays. C'est la première femme qui a occupé une fonction ministérielle dans ce pays, dans le gouvernement à l'époque, dans les années 60, dans le gouvernement Moulamba et Moulamba, Boboliko et j'en passe.
C'était une femme érudite. C'est vraiment le symbole de l'intellectualisme chez la femme moderne, chez la femme congolaise moderne. Oui, et puis aujourd'hui, quand on demande, il y a beaucoup de femmes qui citent encore son nom comme modèle, donc oui, on n'en a pas tant que ça. Oui, elle a vraiment marqué son temps, elle a très bien travaillé. Oui. Et c'est pourquoi même beaucoup de femmes, quand vous posez la question, elles vous répondront que Sophie Kanza, elle a marqué vraiment leur tendre enfance ou par son savoir-faire. Ça a été une inspiration pour elle, etc., bien entendu. Oui. Et donc sur sa vie, allez-y, continuez. Oui, sur ça, elle fut la femme du feu professeur Liaou, un éminent professeur en droit. Et même son grand frère, c'était une famille des intellectuels, même son grand frère Thomas Kanza, c'est parmi les premiers universitaires de ces pays, et même un très très grand diplomate. De toute façon, en général, les gens qui portent le nom Kanza sont assez intelligents. Ah, même comme Timba Kanza. Oui, en général, ils sont intelligents, les Kanza. Est-ce que tu n'es pas sa nièce? Non, on n'est pas de la même famille, mais en général, on est intelligents. Je vous laisse continuer. Je te concède, franchement. Oui. Et Olive Lembe, voulais-je dire. Olive Lembe Kabila. Oui, c'est la dernière sur votre liste, bien sûr, la première dame actuelle. Moi, je pense qu'elle est sur les traces de Maman Cessé. Elle est sur les traces de Maman Cessé. En tout cas, elle a beaucoup investi dans le domaine social, dans les écoles, dans les centres de réinsertion, dans les hôpitaux, beaucoup de programmes, dans les logements sociaux qu'elle a construit à Bibois, vers Kinko, et dépassant l'aéroport de Njili. Oui. En tout cas, c'est une très grande dame que la RDC a connue. C'est vraiment... Parce que c'est vrai qu'Olive Lembe Kabila, elle a encore beaucoup d'années devant elle. Oui. C'est pas un horizon funèbre qu'on lui fait. Mais il faut reconnaître quand même qu'elle ramène un style un peu différent de Nouvelle Dame. C'est vrai qu'on n'en a pas eu non plus énormément jusqu'à présent. Mais elle s'investit quand même énormément et surtout dans le social, ce qui est important. Parce qu'on a un pays qui souffre beaucoup socialement. Et donc d'avoir une première dame qui se soucie autant, ça peut pallier à certains retards politiques qu'on peut percevoir. Évidemment, on se rappelle même sa proximité avec la population. Elle est tout le temps avec les mamans maraîchères, toutes les femmes de toutes les couches sociales. Elle est vraiment très proche. Alors, est-ce que vous pensez, je ne sais pas qui va avoir le courage d'y répondre, est-ce que vous pensez que vraiment elle est comme ça, parce que beaucoup le disent quand ils la connaissent, que vraiment c'est un don naturel, que vraiment elle est soucieuse des gens, ou est-ce que en tant que première dame, après tout, c'est son rôle d'être proche de la population et de s'occuper comme ça des nécessiteux? Vous, Raphaël? Moi, je pense que c'est pas une obligation, mais je pense que c'est un don. Un don naturel, quand on parle des dons, c'est naturel, mais avec elle se sent super à l'aise quand elle parle avec des mamans, quand elle parle avec la basse classe, quand elle parle avec des gens marginalisés. Mais de tout temps, ça a toujours été le rôle d'une épouse de président dans tous les pays, c'est comme ça en fin de compte. L'épouse du président est toujours là pour... Oui, ça se passe comme ça dans la plupart des pays africains, mais voir une première dame se rabaisser jusqu'à un tel niveau, c'est quand même rare. Après, c'est peut-être dans la manière, bien sûr, que elle a un style... C'est quand même rare, parce qu'il faut le dire qu'elle-même, elle a eu à passer par là. Donc, si elle remonte sa vie, la plupart des femmes qu'elle invite, parce qu'elle a instauré un système très récemment, avec la plupart des organisations qui se passent dans le pays, des hautes factures. Elle convie des mamans maraîchères, des mamans vendeuses à prendre part dans des très grandes manifestations. C'est quand même quelque chose qu'on doit louer, parce qu'elle fortifie. Pour elle, il n'y a pas de différence entre une femme politique qui a beaucoup d'argent ou une femme commerçante qui a émergé et les femmes de la classe moyenne, si on peut le dire comme ça. Bien entendu. C'est une femme très simple, elle me fait penser même à Lady Diana. Il y en a certains qui l'appellent la dame de cœur, justement. Oui, par son sourire, par son charisme et son savoir-faire. Elle est vraiment très proche de la population congolaise ou quinoise en particulier. Elle-même, je comprends parce qu'elle est passée par là, comme disait Jimmy tout à l'heure. Elle était aussi vendeuse.
J'ai suivi son témoignage. Elle était aussi vendeuse dans un marché, elle a vendu. Donc selon vous, c'est ce qui explique son souci vraiment comme ça Oui, pour, elle-même, elle a partagé cette souffrance. Elle connaît comment ces mamans souffrent pour nourrir leurs enfants et même pour contribuer à leur foyer, même pour soutenir aussi leur mari. Donc la plupart des femmes d'ailleurs qui l'ont rencontrée disent que après avoir rencontré Maman Olive, la vie change. Voilà. Francis, je crois que c'est avec Olive Lebé-Kabila que vous terminez cette liste, mais bien entendu, l'émission n'est pas assez longue pour parler de toutes les femmes qui ont marqué notre pays, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Oui, il y a beaucoup de femmes qui se sont démarquées, qui ont marqué l'histoire de ces pays d'une manière ou d'une autre, mais je ne pouvais pas citer tous les noms dans cette émission parce que le temps nous est imparti. Et alors, je n'ai pris que de qui vous ne nous avez pas parlé alors? Par exemple, Chantal Kanimbo, Philomène Omatuku, Feu Maman Kanzaku, et tant d'autres, Maman Buyabel, Tchalamoana, beaucoup frère. Il y a beaucoup de femmes, Maman Mouilou, donc il y a beaucoup de femmes. Donc c'est une fausse excuse, ceux qui disent qu'on n'a pas de femmes modèles au Congo, donc on a largement de quoi s'inspirer. On a beaucoup de femmes, mais contrairement, on ne les met pas en exergue, on ne les met pas sous les projecteurs, donc on ne veut pas Elles trop... Elles ne sont pas assez connues, leur histoire n'est pas assez connue. Il faudrait qu'on parle de ces femmes pour que la progéniture puisse quand même comprendre qu'il y a eu des femmes qui ont fait parler d'elles à leur époque. Qui ont œuvré pour le pays et qui peuvent nous servir de modèle. Merci Jimmy, vous m'aidez beaucoup, parce que du coup on passe à l'œil du Congo. Et justement, nous on a pris des femmes qui peuvent servir de modèle aux jeunes femmes actuelles, qui sont aussi bien maires que ministres provinciales. Donc il y a énormément de femmes qui occupent des postes à responsabilité. Et donc nous on s'est dit cette semaine, on va leur donner la parole. Donc cette semaine, c'est leur œil du Congo qu'on regarde. Nous pourrions avoir toutes les lois positives, toutes les lois belles, mais il faut que les actrices soient présentes, engagées et déterminées. Il est question que nous-mêmes femmes, à tous les niveaux, et même particulièrement les femmes à la base, les maraîchères qui nourrissent nos vies, que nous puissions comprendre que le développement ne peut pas se faire sans nous. Le développement doit pouvoir se faire sans nous et nous devons aussi être conscientes que si cela se fait, c'est parce qu'il y a nous. C'est parce qu'il y a ces femmes à la base et que la société note cela, ce qui est une bonne chose. Pour pouvoir contribuer, participer réellement au développement, il faut au minimum avoir des notions d'instruction, pour ne pas dire éducation. On doit avoir une formation, cela est la clé, et il faut qu'on ait des facilités qui permettent à ce que chaque femme puisse avoir un niveau minimum d'éducation. Quand elle est éduquée elle-même, elle sait éduquer son foyer, elle peut conduire tout un pays, elle peut conduire l'humanité. Ne fût-ce que corriger, aider à corriger les devoirs de ses enfants. L'éducation est la base et l'environnement doit être un environnement de paix pour déboucher sur le pouvoir. Le sous-thème, un autre sous-thème a été celui de femmes et pouvoir. Autant pouvoir politique que pouvoir économique. Et donc, il y a des stratégies qui doivent être montées pour pouvoir donner à cette femme de quitter l'informel, rejoindre le formel, quitter le mini ou le micro pour rejoindre, pourquoi pas, le moyen et le macro, entendez économie. Vous vous inspirez d'autres femmes? D'autres femmes, dans mon enfance, aujourd'hui, j'ai dépassé la cinquantaine, c'est plutôt moi qui dois être modèle pour les jeunes filles aujourd'hui. Donc, les références que nous avons eues, nous n'en avons pas eu beaucoup chez nous ici au pays. On a eu Kanza, on a eu Maman Zouji, et on les compte sur le bout des doigts. Mais aujourd'hui, nous avons des femmes de notre génération qui sont en politique et qui sont prêtes à faire la politique. Il y a beaucoup d'énergie au niveau des femmes et elles ne demandent que d'être aidées, d'être accompagnées pour pouvoir se déployer. Mais je pense que nous constituons une force. Nous devons pouvoir nous inspirer les jeunes d'aujourd'hui en les laissant étudier pour qu'elles puissent elles aussi participer à la construction. Les bases sont déjà jetées, il reste l'engagement de nous les femmes parce que le terrain est là, bien sûr, mais nous devons également nous engager. Nous qui sommes déjà engagés, nous devons œuvrer pour que d'autres femmes qui sont derrière nous puissent nous suivre. Nous devons les tirer, comme dit un des slogans précieux de notre parti, que l'une puisse attirer l'autre et au fur et à mesure,
la grande majorité de la population féminine qui forme la population congolaise, cette grande majorité puisse également contribuer pour le développement de notre pays. Sans l'apport des femmes, le Congo ne peut pas se développer. La belle qualité de la femme congolaise, c'est son engagement. Vous savez, quand la femme est engagée, et c'est cela, la femme est réellement engagée dans la famille. Or, la famille, c'est la cellule de base de la nation. C'est l'engagement, la combativité de la femme. C'est ce qui est le plus précieux. Et c'est ce que nous devons essayer de nourrir. Parce qu'il y a des femmes talentueuses, mais qui s'ignorent qu'elles sont une force. C'est question de pouvoir fédérer tous les efforts-là pour qu'ensemble, le travail que la femme abat déjà puisse être plus visible. Voilà, donc toutes ces femmes ont pu en fin de compte répondre à ce qui les inspirait, à la place de la jeune fille dans la société actuelle, ce qui en quelque sorte est une introduction pour vous, Jimmy, pour votre rubrique C'était mieux avant, dans laquelle en fait on revient du coup sur la place de la femme au sein de la société congolaise. Donc on va voir ça tout de suite avec vous. Parce que ce que je suis, c'est le fruit de mes parents. Mes parents m'ont imprimé que dans la vie, c'est d'abord le respect, l'amour et les études. Et pour nous, le modèle des études que nos parents nous ont imprimé, ce n'est pas de prendre les études à la légèreté, mais des études au sérieux pour que vous ne soyez pas esclaves. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des intellectuels qui sont esclaves, c'est-à-dire ils brandissent les titres académiques, mais dans le fond, ils ne reflètent pas ce que c'est pour son diplôme. Mais nous, c'était de pouvoir refléter les fonds et la forme. Et je pense qu'on s'était aussi référé de Mme Sophie Kanza, parce que, pour votre gouvernement, je vous informe que c'était la première femme diplômée de la République et la première femme à accéder à des postes de décision, dont ministre au gouvernement. Et dans le monde, il y a plusieurs femmes qui... Les gens parlent de mon modèle de la coiffure. Et là, je salue la victoire de Mme Timoshenko, qui était la femme première ministre en Ukraine. Et du point de vue académique aussi, il y avait une femme qui m'avait beaucoup inspirée, c'était Marguerite Yourcenar, cette femme qui était la première femme à accéder à l'Académie française. Et il y a aussi Pierre Curie et Marie Curie, les couples Curie, qui m'avait beaucoup inspiré parce que le travail de mon fin de graduat, j'avais comparé l'intelligence de l'homme et de la femme. Mais ces couples où j'avais vu que Pierre Curie avait eu le prix Nobel et Marie Curie. Donc, pour moi, raison pour laquelle je n'ai jamais eu de complexe, je suis très épanouie, je suis très indépendante de ce que je fais. Ce n'est pas la femme, ce n'est pas l'homme. Moi, je dis la responsabilité est dans le nez des parents. Ce qui veut dire que nous, beaucoup plus Congolaises et Congolais, nous nous occupons des enfants au moment où peut-être ils arrivent à la puberté. Il y a un principe qui dit on donne que ce qu'on a. Ce qui veut dire les enfants en bas âge, on les confie à nos partenaires sociaux. Nos partenaires sociaux, il y a d'autres, il y a des bonnes, il y a des domestiques, il y a des cousines, il y a des tantes. Mais à ce moment-là, on s'est dit, au lieu de s'investir pendant ces temps-là pour les enfants, on s'est dit qu'ils sont encore petits. Mais c'est pendant ces temps-là qu'il faut les façonner. C'est pendant ces temps-là qu'il faut donner la bonne éducation, le vertu, qui doit faire la démarcation entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais maintenant, quand les enfants grandissent, qu'ils ont 12 ans, 13 ans, vous voulez maintenant les redresser. À ce moment-là, ça devient difficile. La femme congolaise a beaucoup de qualités. Parce que beaucoup d'exemples que nous avons eus et que les autres pays qui sont sous d'autres cieux ont quand même cette faveur en ce qui concerne le droit. Mais nous, la femme congolaise lutte au même titre que son collègue. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui à l'Assemblée nationale, on est une cinquantaine, mais pour moi je me dis on est déjà peut-être à 150 ou 200. Parce que cette femme, elle a lutté ou peut-être elle était candidate unique, ou elle était peut-être candidate unique, et le reste c'était 200. Et le reste c'était 200. La femme congolaise, c'est une femme qui sait se battre. Mais il faudrait que cette femme maintenant arrive à évoluer.
parce que nous avons quand même enregistré un grand retard très important en matière d'éducation. À l'époque, quand le colon était là, le garçon avait la possibilité de faire les humanités complètes. Et la fille, c'était le cycle court professionnel. Et avec ça, on a été en retard. Mais aujourd'hui, nos grands électeurs, ce sont des femmes. Les électrices, ce sont des femmes. Mais la majorité est constituée des analphabètes. Mais pour moi, j'ai déjà évolué parce que pour le cas des Sandoa, et que nous avons une association que j'avais créée avec les femmes de Sandoa à Fessani. Dans cela, nous évoluons à 3 volets. Nous sommes dans l'alphabétisation, nous sommes dans coupe et couture, et puis nous sommes dans les coopératives. Ce qui veut dire que nous avons des femmes qui, depuis leur naissance, qui ne savaient même pas écrire leur nom. Mais aujourd'hui, je suis très heureuse, des fois ces femmes m'appellent au téléphone et je parle français avec elles. Et aujourd'hui, je suis très contente que j'ai les témoignages auprès de leur mari en disant « Maman, tu as fait quelque chose ». Ce qui veut dire que femme politique, c'est une femme qui a un rôle transversal. Elle ne peut pas dire seulement parce que moi je suis là pour légiférer et que je laisse l'autre, non. Nous devons travailler dans tous les domaines pour l'épanouissement de la femme. Je pense que la jeune fille du Kasaï oriental, nous sommes un modèle de bravoure et du courage. Il n'y a rien qui nous décourage, même si nous n'avons pas des moyens conséquents pour entamer ou pour s'engager. Mais nous nous engageons d'abord avec la volonté. C'est que nous disons à la jeune fille et c'est que nous disons à la femme kassaïenne, d'abord la volonté de s'engager, de mieux faire, afin que le moyen nous suive après. C'est avec la femme que nous ferons quelque chose dans ces pays et dans le monde. C'est ça l'exemple que nous donnons à la jeune fille d'aujourd'hui. Alors Jimmy, où se trouve la femme dans la société congolaise? À quelle place est-elle mise finalement? Donc c'est vrai qu'on peut distinguer quand même d'abord la sphère familiale et puis il y a la société en général. Oui. Donc il faut bien distinguer. On va parler de l'évolution de la femme dans 3 sphères différentes. On va aller de la famille à la société et puis la femme du point de vue juridique, des lois qui sont prescrites par rapport à la femme. Donc on va d'abord parler de la femme dans la famille parce qu'il faut dire pendant des années et des années, la femme congolaise n'était pas considérée en tant qu'égale de l'homme parce que sa place, ce n'était que dans le ménage, comme on dit, dans les makoussa. Donc la maman congolaise du temps n'était bonne qu'à faire des enfants, à préparer, et c'était tout ce qu'elle savait faire, aller au champ et tout ça. Mais par l'évolution du monde et puis des mœurs, avec ce fameux programme de l'UNICEF qui est venu impulser aussi les filles à aller à l'école, donc toutes les filles à l'école, c'était le programme de l'UNICEF qui a aussi permis aux preneurs des décisions congolais à donner aussi la chance aux filles congolaises d'aller à l'école. C'est comme ça que la plupart des femmes ont commencé. La scolarisation, c'est vraiment un des vecteurs de développement pour la femme. C'est vraiment un socle pour une femme qui veut prendre la décision demain, pour une femme qui veut sortir du lot, une femme qu'on va appeler intellectuelle. Oui, pour être tout simplement consciente de ses devoirs, mais aussi de ses droits surtout. Oui, c'est important. Donc dans la famille, la femme congolaise a longtemps été une épouse très soumise, d'abord parce qu'elle ne connaissait pas très bien ses droits, elle ne s'est fiée qu'à la parole de son mari. On a même vu des femmes dans la partie du Kasaï qui n'avaient même pas le droit de se mettre sur la même table que leur mari. Donc là où il y avait les hommes, les femmes restaient toujours derrière. Très loin. Le Kasaï qui est d'ailleurs toujours critiqué jusqu'aujourd'hui. Pour n'est pas considérer la femme en tant que telle. Oui, puis les mariages des jeunes filles mineures, les mariages précoces tout simplement, on va dire. Il y a des filles qui sont données comme ça en mariage sans leur... Comment ça se fait? Qu'est-ce qui vous fait sourire dans ce qu'on dit? Je pense que c'est les temps archaïques. Actuellement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui quand même. C'est moins présent, pas dans tout le pays, bien sûr, on ne parle toujours que du Kasaï. C'est moins présent qu'à l'époque, mais ça l'est toujours un petit peu plus que sur le reste du territoire. Moi, je pense que Jimmy a plus d'informations sur ça.
Donc voilà, parlant du Kasaï quand même, on va dire que il y a quand même des améliorations, mais ça ne se fait pas encore ressentir, mais espérons quand même que ça va aller de mieux en mieux. Et pour quitter rapidement la sphère familiale, parce que c'était comme ça dans la plupart des provinces de notre pays, mais à Kinshasa quand même, comme Kinshasa est le carrefour de plusieurs ethnies, plusieurs tribus, voilà, ici quand même, la femme petit à petit commencer à aller à l'école parce que aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a quand même 70% des femmes qui sont scolarisées, qui sont quand même qui sont passées par le banc de l'école, mais quand même le pourcentage reste très faible dans le territoire congolais entier. Donc voilà. 70% de femmes sur tout le territoire. À Kinshasa, oui. Et sur le territoire, c'est 35%. Voilà. Donc ça me paraît déjà plus raisonnable. Donc voilà. La plupart des femmes dans la société congolaise. Pour quitter directement la sphère justice et tout ça, on va maintenant parler de la femme dans la société congolaise. L'évolution de la femme dans la société congolaise est remarquable ces 10 dernières années. Pourquoi? Parce que on a vu la plupart des femmes être impulsées, pas seulement par les hommes, mais aussi par les femmes internationales sur le plan continental et puis sur le plan mondial, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont fait parler d'elles. Et puis, ça a impulsé aussi cette envie d'aller de l'avant, de prendre la parole, d'occuper aussi des postes de prise de décision dans le pays. Vous pensez que l'influence extérieure a quand même son importance? Oui, a quand même son importance, parce qu'il faut dire qu'il y a aussi le média qui a fait un très grand travail dans ce sens-là, parce que la plupart des femmes n'est resté qu'en arrière-plan jusque-là. Mais ceux qui ont fait des bonnes études, ceux aussi qui avaient des moyens d'aller étudier à l'étranger, ont ramené quelque part aussi ce touche de la femme indépendante, voilà, de la femme, comme on dit ici, la femme de fer, donc la femme qui veut elle aussi dire un mot là où sont réunis les hommes. Alors peut-être pour conclure, Jimmy, donc il y a eu évolution sur le statut de la femme au sein de la société, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire, il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas encore finalisées, et c'est encore un long chemin, mais je pense que petit à petit on prend tous conscience, aussi bien les décideurs que la population elle-même, que la femme a son rôle à jouer quand même dans le progrès et puis dans le développement de notre pays. On va continuer l'émission, on garde toujours le même sujet, la femme, donc même pour vous, dans sens inverse, qu'est-ce qui se passe alors? On a vu vraiment ce sujet, ces grands jours nous affecter partout. Vraiment, la capitale était en ébullition et aujourd'hui, Sens Inverse aussi a fait focus sur un artiste qui a incarné le rôle d'une femme. Quel artiste? Franck Moulaja, bien évidemment. Je l'ai dit tantôt. Donc on va regarder ça tout de suite, c'est la rubrique Sens Inverse. Le petit commerce constitue un moyen de vivre de la majorité des Congolais. Plus de 60% des Congolais exercent le petit commerce pour assurer leur survie. Et la femme, en grande partie, assure le foyer à travers le petit commerce. Cette vendeuse cède sa place au frère Franck Moulaja, artiste musicien du groupe Écho d'Adoration. Na profité na pesa fête malam na ba mama o eza mwana bango na Monique que misala ba mama tout le monde a une musique neti des fois c'est facile mais quand moi minute mukina meko ça la mon a sentir que c'est facile. Quand je vois cette ambiance, je pense que c'est aussi un message il y a ça na célébrité surtout ça célébrité et ça pour le peuple